Et si Riquet n'était jamais vraiment devenu beau? Et si, à la fin du conte, ce n'était pas son visage qui changeait, mais le regard de la princesse? Alors aujourd'hui, dans Derrière le conte, nous allons imaginer une rencontre impossible. Et si Charles Perrault acceptait de revenir quelques instants parmi nous pour nous parler de Riquet à la houppe? Madame, votre invitation me surprend autant qu'elle m'honore. Revenir en votre siècle pour parler d'un conte, voilà une fantaisie que je n'aurais point osé imaginer. Mais les contes ne vieillissent que pour ceux qui cessent de les interroger. Alors, interrogeons Riquet. Serait-ce donc là le secret de leur jeunesse éternelle? Dans ce cas, j'ose une première question, un peu délicate peut-être. Riquet à la houppe, est-ce vraiment votre enfant littéraire? Ou l'avez-vous trouvé déjà bien coiffé dans les salons de votre époque? Madame, vous ne perdez pas une seconde. À peine revenu parmi les vivants, me voici déjà convoqué au tribunal des auteurs. Je préfère poser la question avant que quelqu'un dans les commentaires n'arrive avec une loupe et un air sévère. Alors répondons avec précision. Il est de moi, si l'on entend par là que j'en ai donné une version. Mais les contes, madame, ne naissent presque jamais dans une seule tête. Ils circulent, ils se répondent, ils changent de forme selon les voix qui les portent. Justement, votre version paraît en 1697 dans les histoires ou contes du temps passé. Mais une autre version de Riquet à la houppe, attribuée à Catherine Bernard, avait déjà été publiée en 1696. Donc vous n'avez pas exactement sorti Riquet de votre manche comme un lapin de salon. Je n'ai jamais prétendu pratiquer la magie des lapins, madame. Je pratique celle des phrases. Donc, auteur, adaptateur, héritier, styliste? On vous classe dans quelle armoire du patrimoine? Dans celle de la transmission, si vous voulez bien. J'ai écrit mon Riquet. Je l'ai fait entrer dans ma langue, dans mon siècle, dans mon recueil. Je ne prétendrai pas avoir créé seul tout ce qui l'a rendu possible. Donc vous plaidez l'adaptation littéraire avec circonstances atténuantes? Je plaide la transmission. Et croyez-moi, faire durer un enfant littéraire pendant 3 siècles, cela demande plus qu'un bon peigne. Puisque nous sommes encore au tribunal des auteurs, monsieur Perrault, permettez-moi d'ouvrir un second dossier. Votre recueil paraît avec une dédicace à Mademoiselle, une figure de la famille royale. Et autour de cette publication, on trouve aussi le nom de Pierre d'Armancourt, votre fils. Alors, je vous pose la question franchement. Pourquoi ne pas avancer simplement à visage découvert? Madame, vous soulevez là un rideau que beaucoup préfèrent laisser fermer. À peine revenu parmi vous, me voilà déjà soupçonné de porter un masque. Disons que les contes ne sont pas les seuls à aimer les déguisements. Madame, vous maniez le fleuret avec une grâce inquiétante. Je commence à me demander si c'est vous qui m'interrogez ou si c'est votre siècle qui me convoque pour rendre des comptes. Je vois que vous maniez vous aussi très bien les calembours, monsieur Perrault. Disons que les contes m'ont appris à ne jamais laisser un mot voyager seul. Très bien. Alors ouvrons ce second dossier. Était-ce pour protéger votre réputation? Après tout, un académicien du grand siècle pouvait-il signer sans embarras des histoires de fées, de princes que l'on disait laids et de princesses enchantées? Voilà une question plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. À mon époque, madame, il fallait plaire sans paraître frivole, amuser sans sembler léger, écrire pour les salons sans perdre le respect des savants. Donc les contes étaient charmants, mais pas forcément très sérieux aux yeux des sérieux. Les gens sérieux se trompent souvent sur ce qui dure. Jolie esquive. Non, jolie prudence. La dédicace à mademoiselle plaçait le livre sous un regard prestigieux. Le nom de mon fils pouvait aussi donner à l'ouvrage une entrée plus discrète dans le monde. Donc vous avez laissé entrer les contes par une petite porte dorée? Parfois, madame, une petite porte mène plus loin qu'un grand portail. Ériquée dans tout cela.
Lui aussi avance masqué. Laid pour les uns, lumineux pour celle qui apprend à le regarder. C'est peut-être pour cela que je l'aime. Riquet sait ce que tout auteur sait un peu. L'apparence d'une chose décide souvent si l'on accepte de l'écouter. Donc même vos contes avaient besoin qu'on les regarde autrement? Exactement. Et voyez comme ils se sont vengés. Ce que l'on croyait léger a traversé les siècles. Voilà. Là, je crois que Riquet lui-même aurait apprécié la défense. Mais cela nous dit déjà quelque chose d'important. Ce conte n'est pas seulement un conte populaire, c'est aussi un conte de plume, un conte de société. Et un conte de conversation surtout. Justement, entrons donc dans cette conversation. Pour comprendre Riquet, il faut entrer un instant dans un monde très particulier, celui des salons. Mais attention, quand on parle de salon au XVIIe siècle, on ne parle pas d'un canapé ni d'une pièce avec trois fauteuils bien rangés. Monsieur Perrault, de quoi s'agissait-il exactement? Un salon dans mon siècle n'est point une simple pièce avec des fauteuils. C'est un lieu où l'on se réunit pour parler, lire, juger, écouter, répondre. On y discute d'amour, de morale, de littérature, de langage. À la cour comme au salon, l'apparence compte beaucoup. Mais dans un salon, on apprend à plaire par la parole autant que par l'apparence. Donc, si je comprends bien, on pouvait être magnifique. Mais l'esprit permettait de ne pas être reconduit aussitôt dehors. Voilà qui pose très bien le décor. Donc, l'esprit, à votre époque, ce n'est pas seulement être intelligent? Non, l'esprit, c'est la finesse, la répartie, le goût, l'élégance du jugement. C'est savoir répondre juste, parler sans lourdeur, comprendre vite, charmer sans tromper. Autrement dit, dans ce monde-là, être beau pouvait ouvrir une porte. Et l'esprit décidait souvent si l'on y restait. Alors, pourquoi créer deux personnages aussi opposés? Un prince disgracieux, mais brillant, une princesse magnifique, mais presque incapable de penser clairement. C'est bien volontaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Riquet possède ce que la princesse n'a pas. La princesse possède ce que Riquet n'a pas. L'un est rejeté avant d'être entendu, l'autre est admiré avant d'être comprise. Donc ce ne sont pas seulement deux personnages de conte, mais ce sont bien deux façons d'être enfermés par le regard des autres? Vous le dites fort bien, Riquet est réduit à son apparence, la princesse est réduite à sa beauté. Lui souffre d'être jugé trop vite, elle souffre d'être regardée trop simplement. Et c'est là que le conte devient plus subtil qu'il n'en a l'air. Il ne dit pas seulement la beauté ne compte pas, il dit plutôt si l'on ne regarde que l'apparence, on passe à côté de la personne. Et parfois, madame, l'apparence fait tant de bruit qu'elle empêche d'entendre l'âme. Donc, si je vous suis bien, Riquet n'est pas seulement disgracieux, il est celui qu'on juge avant de l'entendre. Oui, et c'est précisément là que réside sa blessure. Avant même qu'il parle, on croit déjà savoir qui il est. Dans le conte, Riquet possède un pouvoir étrange. Il peut donner de l'esprit à celle qu'il aime. Faut-il prendre cela comme une simple magie ou vouliez-vous suggérer autre chose? Dans un conte, la magie montre souvent ce que la vie cache. Donner de l'esprit, ce n'est pas forcément remplir une tête vide. C'est parfois permettre à quelqu'un de devenir davantage lui-même. Donc Riquet ne transforme pas la princesse comme on transformerait une citrouille en carrosse? Non, il révèle une possibilité. Il lui donne confiance dans sa propre parole. Il lui ouvre un espace où penser devient possible. C'est beau, parce que cela veut dire qu'une rencontre peut réveiller quelque chose en nous. Oui, une parole juste, un regard attentif, une confiance offerte peuvent parfois faire naître ce que la peur tenait endormi. Dans cette lecture, le don de Riquet n'est pas seulement magique, il devient relationnel. Il dit que l'intelligence peut aussi
grandir dans le dialogue, dans la confiance, dans le regard de quelqu'un qui nous croit capable. Venons-en à la grande question. À la fin du conte, Riquet devient-il vraiment beau ou est-ce seulement le regard de la princesse qui change? C'est bien là que vous laissez une porte ouverte, n'est-ce pas? Ah, les portes ouvertes sont utiles. Elles permettent au lecteur d'entrer. Dans les contes, il arrive que les corps changent. Mais il arrive aussi que les yeux apprennent enfin à voir. Et vous, qu'en pensez-vous? Transformation réelle ou changement de regard? Dites-le nous en commentaire. C'est peut-être l'une des plus belles ambiguïtés du conte. Si je vous comprends bien, monsieur Perrault, la question n'est pas seulement Riquet est-il devenu beau? C'est plutôt qu'est-ce qui nous fait trouver quelqu'un beau? Précisément. La princesse découvre son esprit, sa bonté, sa loyauté. Ce qui la repoussait d'abord ne disparaît peut-être pas, mais cela cesse d'occuper toute la place. Quand on aime quelqu'un, on ne devient pas aveugle, mais on ne regarde plus de la même manière. Un détail qui dérangeait devient singulier. Une différence qui choquait devient attachante. Le visage se remplit de ce que l'on connaît de la personne. Peut-être que Riquet n'a pas tant changé de visage. Peut-être qu'il a enfin été vu. Vous savez, cette idée du regard amoureux qui transforme ce que l'on perçoit, elle fera bien du chemin après vous. Après moi, madame, vous commencez à inviter beaucoup de monde dans cette conversation. Un seul invité supplémentaire, Stendhal. Stendhal? Je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur. C'est normal, il n'est pas encore né. Ah, me voilà donc arraché au grand siècle pour faire connaissance avec un écrivain qui n'a même pas encore eu la politesse de naître. Votre méthode est audacieuse, madame. Audacieuse, oui, mais utile. Stendhal parlera plus tard de cristallisation amoureuse, cette façon qu'a l'amour d'ajouter peu à peu de la lumière à ce que l'on regarde. Dans Riquet, on dirait que cette idée existe déjà en germe. En germe, oui. Je n'aurais point employé ces mots-là, mais je reconnais l'idée. L'amour ici ne se contente pas d'embellir un visage. Il apprend à voir ce que le premier regard avait négligé. Alors Riquet n'est peut-être pas devenu beau comme par enchantement. Il a peut-être été regardé avec plus de vérité. Et cela, madame, change presque tout. Monsieur Perrault, pourquoi ce conte ancien nous parle-t-il encore aujourd'hui? Après tout, nous ne vivons plus à la cour de Louis XIV. Et pourtant, quelque chose nous touche encore, n'est-ce pas? Les siècles changent plus vite que les cœurs. Mon époque avait ses salons, ses regards de cour, ses jugements rapides. La vôtre a ses écrans, ses images, ses profils, ses miroirs lumineux. Mais la question demeure, que vaut un être humain lorsqu'on cesse de le réduire à son apparence? Aujourd'hui, on juge vite. Un visage, une silhouette, une photo, une première impression. On aime ou on passe en quelques secondes. Alors Riquet revient vous demander, avez-vous vraiment regardé? Ou seulement aperçu? C'est pour cela que ce conte n'est pas naïf. Ce n'est pas seulement une histoire de prince et de princesse. C'est une réflexion sur le regard. Le regard qui enferme, le regard qui juge, mais aussi le regard qui révèle. Alors, que nous dit vraiment Riquet à la houppe? Que la beauté attire, mais qu'elle ne suffit pas toujours. Que l'intelligence impressionne, mais qu'elle ne protège pas toujours de la solitude, Que le regard des autres peut nous enfermer dans une image. mais qu'un regard juste, attentif, peut aussi nous révéler. Riquet n'est pas seulement celui que l'on juge, il est celui qu'on n'écoute pas encore. La princesse n'est pas seulement celle que l'on admire, elle est celle que l'on ne comprend pas encore. Et leur rencontre rappelle ceci. Nous devenons parfois plus pleinement nous-mêmes quand quelqu'un apprend à nous regarder au... Si cette exploration vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, nous racontons les contes pour rêver, mais nous les ouvrons aussi pour comprendre ce qu'ils disent encore de nous. Votre abonnement aide la chaîne à faire vivre ces récits du patrimoine, à les transmettre, les illustrer et les faire découvrir à un public plus large. Monsieur Perrault,
Accepteriez-vous de revenir un jour dans ce drôle de salon moderne pour ouvrir avec nous un autre compte? Car finalement, ce lieu ressemble un peu au salon de votre époque, n'est-ce pas? On y écoute, on y réagit, on y discute. Simplement, les fauteuils ont été remplacés par des écrans. Des écrans, des commentaires, des abonnements. Votre siècle a donc inventé un salon où chacun peut entrer sans faire annoncer son nom. C'est fort étrange. Mais je dois reconnaître que c'est assez commode. Et surtout, personne n'est obligé de porter perruque pour participer. Voilà un progrès que je consens à examiner avec prudence. Alors peut-être retrouverons-nous bientôt Monsieur Perrault dans ce salon moderne pour ouvrir un autre compte pour notre plus grand plaisir. Mais avant de partir, permettez-moi une dernière question. Peut-être que la vraie magie n'est pas de rendre Riquet beau. Peut-être qu'elle est de nous demander qui n'avons-nous pas encore appris à regarder. Le conte pour rêver, derrière le conte pour comprendre.